pense que c'est une décision sans doute difficile qu'a dû prendre le Premier ministre, mais elle me paraît sage dans un contexte si difficile où il y a une telle division à surmonter à l'intérieur du peuple. Les ministres de la Sécurité intérieure et le ministre de l'Économie n'ont pas le ton qu'il faut et ne sont pas tellement à leur place. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Richard Darmon, journaliste, écrivain et géopolitologue. Richard, bonjour, Boker Tov. Bonjour et shalom. Merci d'être avec nous ce matin au lendemain de ces fêtes de Pessah, alors que, comme l'a dit le président, eh bien, il se déclare optimiste quant aux chances de réussite d'un accord des pourparlers entre la coalition et l'opposition autour de la réforme judiciaire. Ces pourparlers qui se tiennent au sein de la présidence à Jérusalem, au sein de la présidence de l'État. Le président se dit optimiste. Alors, quelles sont les raisons d'être optimiste, à votre avis, Richard? Eh bien, écoutez, il y a une raison qui est partagée, je crois, par tous les délégués, de quelque tendance qu'ils soient, c'est que ils ont sur les épaules une lourde responsabilité vis-à-vis de la nation, je dirais, vis-à-vis du peuple d'Israël, dans la mesure où la plupart sont persuadés, peut-être pas tous, parce que certains sont prêts à des concessions respectives, mais la plupart sont persuadés que il est essentiel de trouver une issue pour sortir de cette crise sans précédent. Et d'ailleurs, bon nombre de ces délégués se sont confiés à la presse ces derniers jours en expliquant qu'ils comprenaient l'enjeu de ces pourparlers et que, y compris leur position de politiciens, c'est-à-dire de délégués de tel ou tel parti, ou sans parler des juristes et des experts, mais en tout cas les représentants des différents mouvements et partis d'opinion ont fait ça. Certains ont la conscience très claire que l'électorat, ou du moins la nation, leur en voudrait beaucoup s'ils n'arrivaient pas à trouver une issue pour des raisons partisanes, pour des raisons, je dirais, de sectaires. Et donc il y a là un appel au dépassement pour finalement sauver le pays de cette impasse quand même assez terrible. Le président affirme là dans cette interview au New York Times, il dit très clairement, que d'ailleurs très clairement, il le dit relativement clairement sans rentrer dans les détails parce qu'il ne veut pas, dit-il, porter atteinte justement au pourparlers, que ces négociations pourraient même aller au-delà de la réforme judiciaire et résoudre certains des dossiers les plus brûlants dans la réalité israélienne. Peut-être qu'il fait allusion à la Constitution ou à la création d'une seconde chambre qui pourrait justement rééquilibrer les différents pouvoirs. Vous pensez que c'est une occasion unique à laquelle on assiste aujourd'hui pour essayer peut-être de modifier, de faire des changements draconiens même dans la réalité israélienne au niveau des pouvoirs? Oui, je crois que on répondra en deux temps. D'abord, oui, ce qui est à l'ordre du jour, car tout le monde comprend bien que cette crise et la manière et le cours qu'elle a pris montre bien que ce qui est en jeu finalement, ce n'est pas telle ou telle modalité de nomination des juges. Ce n'est plus d'ailleurs la réforme judiciaire qui est centrale, même si les délégués dont nous parlons discutent de ça. Donc c'est vrai que ce qui est à l'ordre du jour, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. J'ai déjà expliqué, et je crois que tout le monde en est conscient, que cette crise, en fait, c'est comme un sixième tour. Enfin, elle met à l'ordre du jour un sixième tour d'élection, puisque une partie de ceux qui ont appelé à manifester, en tout cas pas les manifestants forcément, mais ceux qui les font manifester, ont voulu faire sauter un gouvernement légitimement élu. Certains ont même parlé de putsch, etc. C'est peut-être un peu forcé, mais le fait est que ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, sur le fond, c'est de la compréhension assez claire que le système politique israélien, en fait, est suranné, dépassé. C'est une chose que j'explique depuis longtemps. Le mode électoral, d'une part, mais aussi il manque beaucoup d'institutions. La Cour suprême s'est arrogée des droits de conseil constitutionnel. Elle-même a décidé qu'elle devenait un conseil constitutionnel, qu'elle était aussi un conseil d'État. Et elle s'est finalement mêlée de toutes sortes de sujets qui n'étaient pas de sa compétence, parce qu'il y a une carence. Une carence, c'est pas seulement qu'il n'y a pas de constitution, mais il n'y a pas les institutions nécessaires dans un pays démocratique classique.
Et donc, oui, ce qui est à l'ordre du jour, c'est une refonte du système politique et institutionnel. Tout le monde en est conscient. Seulement, deuxième partie de ma réponse, c'est que je n'ai pas l'impression que je crois que ça sera déjà assez difficile pour les délégués qui se retrouvent donc chez le président et qui vont se retrouver maintenant dans des réunions marathon, hein, une fois les fêtes de la Mimouna passées. Ça ne sera pas très facile d'aborder comme ça en vrac tous ces sujets. Déjà, s'ils se mettent d'accord, ils vont peut-être se mettre d'accord sur un compromis au niveau de la réforme judiciaire, on ose l'espérer, mais peut-être ce qu'ils aussi pourront faire, c'est de prévoir de se retrouver dans des réunions d'une autre ampleur, dans ce que j'appellerais finalement un processus de constituante, c'est le terme lié à la Révolution française d'ailleurs, de trouver une instance de discussion et d'élaboration pour changer de manière, je dirais, consensuelle le système institutionnel et politique israélien. Comme vous le disiez, il y a plusieurs solutions qui ont été avancées. D'une part, la création d'une deuxième chambre à côté de la Knesset, qui serait une sorte de pondération et qui d'ailleurs, en passant, permettrait de résoudre aussi la question de la réforme judiciaire, puisque cette seconde chambre, elle pourrait donner son avis sur la nomination des juges, comme cela se fait avec le Sénat américain. Et puis, on se rend bien compte que il y a toutes sortes de sujets qui sont en creux et que finalement cette crise elle a mis en exergue les manques et les carences dramatiques du système politique israélien. Mais je ne crois pas que la structure actuelle permettra de tout régler en passant, peut-être parce que les délégations ont été formées autour de la réforme judiciaire, du problème de la réforme judiciaire, mais ça ne veut pas dire que c'est pas dans l'air et que dans les mois qui viennent, oui, ce serait la meilleure des choses pour sortir de cette crise, cette chute, ce sentiment de perdition qu'on a éprouvé pendant 3 mois, qui se transforme au contraire en force de reconstitution, sans faire de jeu de mots, pour Israël. C'est ce qu'on peut souhaiter. Alors je voudrais revenir aussi avec vous sur des développements sécuritaires qui ont marqué, on va dire, cette fête de Pessah. On a assisté à des attentats terroristes malheureusement meurtriers, en particulier pour la famille dit de Efrat, et puis bien entendu des tensions au Liban, en Syrie, en direction du territoire israélien, dans la bande de Gaza. Binyamin Netanyahou a décidé hier de ne pas autoriser les fidèles juifs à prier sur le mont du Temple, non pas à prier, mais à se rendre sur le mont du Temple pendant les 10 derniers jours du Ramadan, comme ça a été, on va dire, le cas à de multiples reprises ces dernières années. Cela ne fait pas du tout plaisir, on peut s'en douter, à Itamar Ben-Gvir. Vous pensez que c'est une décision sage de la part du Premier ministre ? Écoutez, on est dans la confluence de dossiers tellement délicats les uns après les autres. On vient de parler de cette déchirure dans le peuple qui peut-être va être surmontée, peut-être par des éléments très positifs, que ce sera une descente qui permettra une remontée, une reconstitution du tissu à la fois sociétaire et politique. D'autre part, évidemment, nos ennemis, qui ne ratent pas nos ennemis en Eretz Israël et à ses frontières et un peu plus loin, ne ratent pas une occasion de vouloir précipiter notre fin, qu'ils appellent de leur vœu, que ce soit l'Iran, le Hezbollah ou d'autres, ou le Hamas, dans toutes sortes de tribunes, et ils le disent ouvertement. Il ne s'agit pas pour eux de négocier quoi que ce soit avec Israël, mais de se supprimer l'État d'Israël ou de le faire exploser de l'intérieur. Je crois que dans ce contexte délicat, et justement parce que le mode de gestion de la droite de la coalition, en l'occurrence Ben-Gvir, mais aussi Smotrich dans une moindre mesure, puisque ces sujets sont plutôt théoriquement économiques, bien qu'il ait donné place à des débordements regrettables il y a quelques 10 jours. Ceci dit, si vous voulez, je pense que dans ce contexte très volatile, très fragile, où pas mal de choses peuvent arriver, je pense que c'est une décision sans doute difficile qu'a dû prendre le Premier ministre, mais elle me paraît sage dans la conjoncture actuelle, notamment par rapport au fait que dans un contexte si difficile où il y a une telle division à surmonter à l'intérieur du peuple, les ministres de la sécurité intérieure et le ministre de l'économie, dans une moindre mesure, sont pas malgré tout, d'après mon humble avis, n'ont pas le ton qu'il faut et ne sont pas tellement à leur place, pas par rapport au regard des nations qui nous critiquent, etc. Ça, on passe là-dessus. Mais par rapport, si vous voulez, au consensus national, des figures comme celle de Ben-Gvir
qui d'ailleurs ne dit pas que des choses excessives. Des fois, il a le ton juste, mais sa manière de gérer, sa manière de se comporter, de décider, son mode de gouvernance, j'allais dire, en tant que ministre, n'est pas adapté à la situation, bien qu'il fasse partie pleinement de la coalition et qu'il ait un plein mandat pour être une partie très importante mais sa personnalité, son mode de fonctionnement n'est pas adéquat dans une situation aussi délicate, son manque d'expérience aussi. Donc on touche du doigt chaque jour dans ses rapports avec la hiérarchie de la police. C'est vraiment la dernière des choses dont on a besoin dans une situation pareille. Vous pensez, puisque les derniers sondages n'ont pas été, on peut le dire, favorables au Likoud et à la droite israélienne, vous pensez que Binyamin Netanyahou peut encore renverser la vapeur, redevenir le Binyamin Netanyahou qu'on l'en a connu après une sorte de passage à vide assez long de plusieurs mois? Tout va dépendre justement du sujet dont on parlait auparavant, c'est que si à la fois les pourparlers sur la réforme aboutissent à un compromis, et si surtout lui, le Premier ministre, se fait le chantre et le porte-parole d'une volonté de réaménager le système politique de manière consensuelle, en développant un processus donc de constituante dans lequel il serait l'un des porte-paroles en évidence, et il ferait de ce projet son projet. Je pense que oui. Vous savez, les sondages sont très fluctuants, ils tiennent compte de la manière d'abord dont on pose les questions, mais aussi et surtout de la conjoncture sécuritaire du moment qui est très fluctuante. Et donc, il n'est pas exclu du tout que, malgré sa chute dans ces sondages, les derniers sondages, il n'est pas du tout exclu que si le Premier ministre met son pied, si j'ose dire, dans une chaussure positive de redéfinition des règles du jeu du système politique, eh bien, il puisse sortir de cette dépression personnelle, enfin, cette chute dans les sondages. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que Binyamin Netanyahou, qui a montré qu'il avait beaucoup de cordes à son arc et qui était un des politiciens les plus brillants d'Israël, quoi qu'on pense de ses idées ou de ses manières de faire, il n'est pas exclu qu'il ait le souffle pour cela, puisqu'on sait de tradition que lors des derniers scrutins, je parle des 10 dernières années, à plusieurs reprises, la question de la réforme du système électoral était posée par la Knesset, puisqu'il existe une commission depuis 25 ans qui planche là-dessus. Et à chaque fois, Netanyahou avait promis de s'en occuper. Et puis, évidemment, il ne l'a pas fait pour différentes raisons. Il avait eu du mal à former des coalitions et il s'est plutôt occupé de gérer au jour le jour les affaires du pays. Tant bien que mal, et donc là, tout d'un coup, prendre de la distance et faire un retour en force avec un autre visage, on peut le souhaiter, on peut l'espérer, mais je ne sais pas si ça fait partie des ressources, de ces ressources profondes aujourd'hui, cette capacité de ridouche qui pourrait l'animer de changement radical et consensuel. Je ne sais pas, comme on dit en hébreu, Ayamim Yagidou, on verra bien, la réalité va montrer si oui, Netanyahou est à la hauteur du défi qui est devant lui. En tout cas, ce serait pour lui l'occasion finalement d'arriver à une autre époque de sa carrière politique et peut-être aussi de sortir par la grande porte d'une manière ou d'une autre en perspective des prochains scrutins. Eh bien, Richard Darmon, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions. Donc, comme je le disais, au lendemain des fêtes de Pessah et à la veille des défis importants qui vont se présenter à l'État d'Israël, en particulier aussi puisque nous allons entrer dans la période des festivités du 75e anniversaire de l'État d'Israël. Donc, ces défis qui se présentent à l'État d'Israël à la veille de ces festivités. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Richard, et bonne fête de Mimouna si vous fêtez cette fête de la Mimouna là où vous êtes. Merci Richard, à bientôt. À bientôt.